On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Élevée par ses grands-parents dans une ferme reculée, Laetitia, harcelée à l'école, se réfugie dans sa chambre avec ses livres et ses amis imaginaires. En grandissant, d'étranges phénomènes se manifestent autour d'elle, jusqu'à un événement traumatisant qui lui ouvre la porte vers un nouveau monde. Cette histoire s'intitule « 6 pieds sous terre ». Je m'appelle Laetitia, j'ai 38 ans. Mes parents ont divorcé quand je devais avoir vers les 9 ans. J'ai alors quitté le Canada avec mon père pour venir vivre en Suisse. Ma mère et mon petit frère sont restés là-bas. Et à ce moment-là, je le sais pas encore, mais je reverrai plus ma mère pendant à peu près 30 ans. Mon père, il travaillait sur des chantiers partout en Suisse romande, donc il avait pas vraiment le temps de s'occuper de moi. Donc il s'est pris un appartement à part et ce sont mes grands-parents paternels qui ont pris en charge mon éducation jusqu'à peu près mes 16 ans. Je vis dans une grande ferme avec eux, dans une région rurale où les gens croient beaucoup à tout ce qui est les rebouteux, les magnétiseurs, la magie noire, les superstitions, tout ça, c'est quelque chose qui parle à fond là-bas. Mes grands-parents sont croyants, ils sont catholiques. Et pendant assez longtemps, j'allais le dimanche à la messe avec ma grand-mère. J'ai passé, malgré moi, on peut dire ça comme ça, tous les rites catholiques, comme le baptême, la communion, la confirmation. J'ai même été servante de messe un très court instant, mais c'était plus pour faire plaisir à mes grands-parents, parce que c'était un peu considéré comme normal de bien faire ses devoirs de chrétien. J'avais beaucoup de peine à me faire des amis. J'arrivais pas du tout à m'intégrer, ce qui fait que j'ai porté durant toute ma scolarité obligatoire le rôle de bouc émissaire. J'ai subi les moqueries de mes camarades, l'humiliation, parfois même les coups. Et il m'arrivait régulièrement, dès le secondaire, de sécher les cours et de faire semblant de partir à l'école pour pas éveiller les soupçons de mon père. J'avais un physique assez atypique, j'étais rousse déjà, ça aide pas quand t'es gosse. J'avais les dents un peu à la Vanessa Paradis, j'avais beaucoup d'acné. Et en plus de ça, quand je suis arrivée en Suisse, j'avais un pire accent québécois. Et donc, ça n'a pas du tout aidé à mon intégration. La plupart de mon temps libre, en fait, je le passais dans ma chambre avec mes amis imaginaires. Je me souviens que j'avais un papier peint dans ma chambre avec des grosses fleurs. Et chaque fleur, je considérais que c'était une personne. Et moi, ça me donnait un petit peu l'impression d'exister, d'avoir une importance, une place dans ce monde. Les premiers événements un petit peu paranormaux qui me sont arrivés dans ma vie, le premier, c'est mon père qui m'a raconté ça. C'est quand j'étais bébé, en fait, je me réveillais toujours à 22h en hurlant. Et il a contacté un de ses amis qui était rebouteux, ou magnétiseur, et il lui a conseillé de déposer une paire de ciseaux ouverts, comme pour faire une croix, et de la poser sous mon matelas. Et comme par enchantement,
j'ai arrêté de pleurer. Personnellement, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais c'est vraiment la première chose un peu bizarre qui m'est arrivée. Quand j'étais petite, j'étais passionnée de lecture et ma chambre communiquait directement avec celle de mes grands-parents. Je laissais toujours la porte entrouverte car ils aimaient beaucoup m'écouter lire à haute voix. Et une nuit, je me suis réveillée et je me suis tournée vers la porte. Et là, j'ai vu mon père debout qui me regardait avec... il était en habit de travail, comme si il s'était pas couché de la journée. Puis moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Car il était vraiment tard. Plus de ça, il habitait à plusieurs kilomètres de là. Et donc du coup, moi, je l'appelle plusieurs fois, mais il répond pas. C'était quand même hyper flippant. Moi, comme tous les gamins, je pense, dans cette situation-là, je me suis cachée un moment sous le duvet. Et quand j'ai regardé à nouveau, il était toujours là. À me regarder avec un sourire fixe, il bougeait vraiment pas, c'était limite effrayant. Et puis, je me suis de nouveau cachée sous mon duvet, et je pense qu'avec le temps, j'ai fini par m'endormir. En discutant de cette histoire un peu plus tard avec une amie, elle m'a raconté une histoire très similaire. Sa mère était partie à Paris, qui est quand même environ 6 heures de route de chez nous, et puis elle était seule à la maison avec sa sœur. Le soir, elle a voulu aller aux toilettes, et elle a vu sa mère dans l'appartement. Du coup, elle était toute contente de voir qu'elle était rentrée, et elle est allée vers elle pour la prendre dans ses bras. Mais au moment où elle a voulu faire ça, elle est carrément passée au travers. Quand sa mère est rentrée, elle lui a demandé si elle se souvenait l'avoir vue pendant qu'elle était à Paris. Et en fait, elle lui a répondu qu'elle avait effectivement rêvé d'elle. On parle souvent des sorties de corps quand tu dors et que tu vas voir tes proches pour voir s'ils vont bien. Et donc, on a pensé que c'était sûrement ça qui s'était passé. Elle a vraiment vu sa mère en chair et en os, enfin pas tout à fait en chair et en os, mais en tout cas son image qui était dans l'appartement. Donc apparemment ça les a pas plus choqués que ça. Moi, quand j'ai voulu demander à mon père s'il se souvenait de quelque chose, il se souvenait de rien, puis en plus c'était même quelques années plus tard. C'est vrai qu'à cette époque-là, je me dis c'est complètement dingue. J'ai un peu de la peine à y croire. Mais pour moi, vu que mon père me dit qu'il s'en souvient pas, je pense que j'ai rêvé et puis que j'ai encore imaginé quelque chose. Donc je suis pas encore au stade où je crois fermement ce que j'ai vu. Par contre, un soir, je regardais la télévision très tard et j'ai dû aller aux toilettes. Pour me rendre là-bas, je dois longer un long couloir entre la porte de la cuisine et la porte d'entrée qui se trouve en haut des escaliers. Et au bout de ce couloir, sur cette porte, il y a une vitre sur la moitié supérieure. L'interrupteur de la lumière se trouve au bout du couloir, ce qui fait que pour traverser, tu dois le faire dans le noir. Et quand t'es gosse, c'est un peu flippant. Quand je sors des toilettes, je sais pas pourquoi, j'ai cette espèce de réflexe de regarder la porte d'entrée. Et là, je vois un visage. Je vois un truc, mais vraiment moche, derrière la fenêtre. C'est un peu comme si quelqu'un s'était mis à genoux pour espionner ce que tu fais, et on voyait vraiment que sa tête qui dépassait. Mais c'était pas un visage que je considère comme humain, c'était limite démoniaque. Le problème, c'est que à ce moment-là, cette soirée-là, j'étais en train de regarder Mystère, sauf erreur. Je pense que là, mon imagination, elle devait fonctionner plein pot. Donc du coup, je me suis fait une frayeur. Bon, je suis vite allée chercher ma grand-mère. J'ai couru de toutes mes jambes pour aller la chercher, parce que moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un. Je lui ai dit, mais va voir, il y a quelqu'un derrière la porte. Et elle, quand elle est allée, je sais même pas comment elle a réussi à faire ça, parce que moi, j'aurais jamais eu le courage. Mais elle a ouvert la porte, elle a regardé partout, et il y avait personne. Et là, elle m'a dit, faut vraiment arrêter avec tes émissions bizarres, là, ça va pas du tout. Encore mon imagination qui me jouait probablement des tours.
Quand j'ai eu 20 ans, j'habitais avec mon père et sa nouvelle femme. Cette fois, j'étais dans son appartement qui était situé dans le même village que ma grand-mère. Donc, j'allais encore très régulièrement la voir. D'autant plus que, comme je faisais de l'équitation à l'époque, je passais une bonne partie de mon temps libre à la ferme. Et il me semble que c'était un dimanche. J'avais passé ma journée à regarder la série 6 pieds sous terre. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Ce jour-là, j'ai voulu appeler ma grand-mère pour lui dire que j'irais pas souper avec elle ce soir-là, mais elle m'a pas répondu. Du coup, moi, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai essayé de la rappeler plusieurs fois, mais vraiment personne ne répondait. Du coup, j'ai appelé mon père pour lui dire qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, et j'ai pris mon vélo et j'ai pédalé à toute vitesse jusqu'à la ferme pour voir ce qui se passait. Mon père m'a rejoint sur place et on a constaté que la porte du bas était fermée, donc on ne pouvait pas avoir accès à l'appartement. Et mon père, lui, il a insinué qu'elle avait déjà probablement tout fermé pour aller se coucher. J'ai continué de l'appeler, mais rien. Je pouvais même entendre le téléphone sonner depuis dehors. On a commencé à lancer des cailloux contre la fenêtre pour voir s'il y avait quelque chose, mais aucune réaction. Et j'ai eu l'idée de passer par l'écurie, juste en dessous de son appartement. Dans l'écurie, il y avait une sorte de grande plaque en bois qui cachait une entrée qui donnait sur la cave, qui te permettait, elle, d'accéder aux appartements de mon oncle, qui se trouvaient juste en dessous de ceux de ma grand-mère, et donc passer par là pour arriver directement dans mon ancienne chambre. Mon père m'en a empêché parce que lui, il m'a dit qu'il allait le faire lui-même, et je pense qu'à ce moment-là, il imaginait déjà le pire. Puis il voulait peut-être pas que je découvre moi-même ce qui se passait en haut. J'espérais jusqu'au bout que mon intuition me jouait des tours. J'ai vu les lumières s'allumer les unes après les autres dans l'appartement, donc je voyais vraiment le passage de mon père un petit peu partout. Et je l'ai entendu descendre l'escalier pour m'ouvrir. À ce moment-là, il est blanc comme un linge, et il m'a simplement dit « Elle est morte ». Il l'avait trouvée assise sur la chaise au salon, avec le téléphone à côté d'elle. Et on pense qu'elle avait essayé de nous appeler ce jour-là pour savoir si on venait manger ou quelque chose comme ça, et qu'elle a eu un malaise à ce moment-là. Grâce à lui, j'ai pas vu cette scène, heureusement. Je me souviens en tout cas avoir hurlé dans la rue. Je venais quand même de perdre celle qui m'avait éduquée depuis l'âge de 9 ans. C'était un peu comme perdre sa mère. Elle était décédée quelques années après mon grand-père, mais le décès de ma grand-mère, c'était beaucoup plus violent pour moi parce que je me sentais vraiment proche d'elle. C'est tout mon monde en fait qui s'écroulait. Et le jour avant, je m'étais en plus prise la tête avec elle, un peu comme tous ces ados là qui s'énervent pour rien. Et j'avais pas pu lui dire au revoir, j'avais pas pu lui demander pardon. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et je suis pas non plus allée la voir à la chambre mortuaire parce que je voulais vraiment garder cette image d'elle vivante dans mes souvenirs. Et du coup, encore aujourd'hui, j'ai plus jamais regardé un seul épisode de 6 pieds sous terre, 6 Feet Under, parce que j'ai trop peur de perdre encore quelqu'un que j'aime. Comme si cette série, en fait, pour moi, était maudite et porteuse de mauvais présages. À 25 ans, j'habite désormais avec mon conjoint dans la banlieue lausannoise. On est dans une petite maison de plusieurs appartements. Le quartier est bien placé, c'est calme, mais c'est un petit peu mal habité. Il y a des voyous qui viennent régulièrement embêter notre voisine de palier qui est assez âgée. Et donc pour plus de sécurité, on a installé 3 serrures sur la porte. Ce soir-là, mon conjoint il travaille de nuit et je suis seule à la maison. Je crois qu'il est pas loin des 2h du mat quand j'ai éteint la télé. Je sais pas pourquoi, mais cette nuit-là, je ressens le besoin de verrouiller non seulement la porte d'entrée, mais aussi celle de la chambre à coucher. Je pose mon téléphone sur la table de chevet, et 2-3 minutes après m'être couché, et avoir éteint la lumière, j'entends comme quelqu'un qui frappe très fort à la porte. Et là, je suis tétanisée. J'ai vraiment le cœur qui est à 2 doigts d'exploser. Je peux que constater que le bruit, en fait, il vient pas du tout de la porte d'entrée,
mais du dressing de la chambre. Et là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'appeler mon conjoint. En fait, si j'étais dans un film d'horreur à ce moment-là, je me serais sûrement fait tuer. Parce que mon instinct de survie doit se situer pas loin de -1000. Je suis complètement à côté de la plaque. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et j'ai l'impression que je suis enfermée dans la chambre avec quelqu'un. Mais j'appelle mon chéri. C'est normal. Alors du coup, lui, il décroche, il me dit de me calmer, parce que j'ai beaucoup de peine à faire. Et lui, il me dit que j'ai sûrement rêvé, ce qui n'est pas possible, parce que j'étais bien réveillée. Et il me faut toujours une bonne vingtaine de minutes minimum avant que je m'endorme en temps normal. Donc du coup, là, je me lève, je déverrouille toutes les portes pour que je puisse m'enfuir le plus rapidement possible. Si jamais le cambrioleur décide de me courir après, que je puisse vite sortir de la maison. J'hésite même à appeler la police. Je prends mon spray au poivre et j'ouvre tout grand le dressing à toute vitesse. Et là, surprise, je fais que constater qu'il n'y a rien du tout. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec mes beaux-parents. Et la raison scientifique à cela serait que c'était simplement le bois qui travaille. Mais j'ai jamais entendu un seul de mes meubles travailler autant durant toute ma vie. Pour moi, c'était clairement là, on était vraiment dans le paranormal. On entrait vraiment dedans. Ça a été un petit peu le déclencheur un peu de tous mes futurs événements. C'est là où ça a commencé à prendre dans ma vie. Dans ce quartier-là, il y avait un chat qui avait l'habitude de nous rendre visite de temps en temps. Et nous, on aimait bien le séquestrer un petit peu de temps en temps durant la nuit pour pouvoir lui faire des câlins. Et puis on le laissait repartir le matin parce que nous, on a toujours rêvé d'avoir un petit chat à la maison. Et donc on piquait un petit peu celui des voisins. On lui laissait toujours une petite gamelle d'eau si jamais il avait soif. Et puis une nuit, j'entends le petit chat qui commence à laper son eau. Et puis là, tout simplement, je m'assieds dans le lit. Et puis mon conjoint, il fait la même chose. Je sens qu'il est concentré, qu'il écoute, comme moi. Et je me souviens avoir eu une énorme banane sur mon visage à ce moment-là. Je lui demande s'il entend le chat. Et puis il me répond oui. Sauf que cette nuit-là, il n'y avait aucun chat dans l'appartement, aucun chat dans la chambre, ni aucune gamelle. Mais par contre, on pouvait clairement entendre ce petit bruit significatif du petit chat qui boit son eau. Et là, j'étais trop contente, en fait. Depuis ce jour-là, mon conjoint a commencé à me croire. Et j'avais plus cette impression d'être folle. Cette fois, ça y était. Il y avait vraiment quelque chose dans notre appartement. Il savait pas trop quoi dire. Il était, lui, il a toujours été très cartésien, donc ça lui a fait tout bizarre, en fait, d'entendre ça. Je pense qu'à ce moment-là, il commençait à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre de l'autre côté. Comme à cette époque-là, je travaillais pour la municipalité, j'avais accès au registre de tous les habitants de la commune. Donc je suis allée un petit peu fouiner et chercher si quelqu'un était mort dans mon immeuble. Et bingo, je suis tombée sur une personne de ma maison qui était décédée vers l'âge de 30 ans à peu près. J'en ai supposé que c'était probablement cette personne qui revenait dans son ancien immeuble, son ancien appartement. Il y avait parfois encore des objets qui tombaient, mais je savais qu'il n'était pas dangereux. Parfois, lorsqu'il faisait tomber quelque chose, je plaisantais et puis je lui disais « ouais, t'exagères ». Mais j'avais pas peur de lui. Il nous a jamais fait de mal, il faisait plus de bruit qu'autre chose. Et c'était pas très très souvent. La seule fois que j'ai eu peur, c'est quand j'étais toute seule, avec cette personne qui tape dans l'armoire. Là, ouais, j'ai eu peur. Mais c'est surtout le fait d'être seule. Quelques années plus tard, notre fille aînée, on a acheté un appartement à la campagne, dans un immeuble tout neuf, donc pas du tout construit sur un cimetière amérindien, tout se passe bien. On s'y sent très bien avec nos 2 chats. Cette période-là, mon conjoint vient de perdre sa grand-maman, et du coup, on se rend à son enterrement durant la journée.
C'est un très bel enterrement, c'est très émouvant. Je suis un peu impressionnée en bien du déroulement de la cérémonie parce que c'est la première fois en fait que j'assiste à un enterrement protestant. On a le pasteur qui nous raconte la vie de Valérie, donc la grand-maman, des petites anecdotes, c'est très léger, c'est très beau. Et on se trouve vraiment à des années-lumière de ce que j'ai vécu avec mes grands-parents catholiques, où l'atmosphère était très lourde, oppressante, avec un prêtre qui faisait que lire des passages de la Bible, mais très peu sur la vie de la personne décédée. Mais il y avait quand même quelque chose qui m'avait particulièrement marqué ce jour-là, c'était l'absence de l'encens qui est censé aider l'âme à monter au ciel qu'on retrouve chez les catholiques. Et là, je me suis dit, tiens, c'est curieux. À 19h, on couche la petite, comme on le fait d'habitude. C'est une petite fille qui dort très bien, qui se réveille jamais la nuit, sauf quand elle est malade, mais c'est vraiment très rare. À 22h, la petite se met à pleurer très très fort. Je trouve ça quand même un peu bizarre. Je rentre dans sa chambre, et là, soudain, le temps d'un 10e de seconde, je vois une grande ombre noire qui est assise dans le fauteuil à côté de son lit. Et là, sur le coup, j'ai à nouveau le cœur qui pulse très très haut, mais en allumant tout de suite la lumière, je me rends compte qu'il y a personne. Donc je prends ma fille, je la console, et une fois qu'elle est calmée, je la recouche. Je me rends ensuite dans la salle de bain et je ressens tout de suite cette odeur particulière d'encens pontifical. À ce moment-là, nous n'utilisons pas encore d'encens chez nous, donc c'est impossible, d'autant plus impossible que nos vêtements n'ont pas été en contact avec la fumée ni quoi que ce soit ce jour-là. Et là, encore une fois, je demande à mon conjoint de venir dans la salle de bain et je lui demande s'il sent quelque chose. Et là, il me répond, oui, il y a une odeur d'encens. Et j'ai une sorte d'éclair de lucidité en me remémorant la journée, l'enterrement, cette masse noire dans le fauteuil, parce que maintenant je suis sûre que je l'ai pas imaginé, et cette odeur si particulière d'encens qu'on a ressenti tous les deux. Je me rends compte qu'en fait c'était un petit clin d'œil de Valérie qui avait matérialisé cette odeur pour que moi j'ai un déclic. Sans l'encens, j'aurais pas pu dire à mon conjoint que c'était sa grand-mère qui était venue dire au revoir à son arrière-petite-fille. Et sans cela, j'aurais encore remis cette expérience sur le compte de mon imagination. Et du coup, cette nouvelle expérience qu'on a vécue à 3, cette fois-ci, parce que ma fille, elle a quand même été un peu effrayée par cette forme noire, c'est pour ça qu'elle s'est réveillée, ça me prouve vraiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'il y a vraiment des esprits qui nous tournent autour. Il y a des gens qui essayent de nous contacter. C'est difficile à expliquer, mais moi j'ai pas ressenti ça comme de la peur. Et quelque part, je trouve ça cool. Tant que c'est des esprits qu'on connaît et qui nous veulent pas de mal, ça me fait pas peur. C'est une période qui est aussi un peu difficile pour moi, car avec la naissance de ma fille, je me pose beaucoup de questions sur ma propre enfance, sur ma propre mère au Canada, avec qui j'avais perdu tout contact. Et vers 25 ans, je commence à recevoir des lettres de sa part. Au début, je croyais pas vraiment aux mots qu'elle écrivait, que je lui manquais, qu'elle m'aimait. Pour moi, ça sonnait faux, j'y croyais pas. Jusqu'à la naissance de ma propre fille 5 ans plus tard, où là, je me suis demandé comment c'était possible d'abandonner un enfant. Ma grand-mère, en fait, m'avait raconté plein d'horreurs sur elle. On me parlait de maltraitance, de rejet, de plein de choses qui m'ont fait croire que ma mère était très mauvaise. Et donc, dans ma tête d'enfant, j'avais peur d'elle, j'avais plus envie de lui parler ni de la voir. Et pour moi, à l'époque, ma mère, elle était morte. Un jour, j'ai décidé de lui écrire tout ce qu'on m'avait raconté sur elle, et je voulais vraiment qu'elle me donne sa version des faits à elle. En réalisant tout ce qu'elle me décrivait de notre courte vie au Canada, en fait, cette partie qui manquait à mon histoire, j'ai pu faire le comparatif avec ce que j'avais vécu en Suisse. Et là, en fait, j'ai compris que c'était tout un pan de ma vie qui s'était écroulé d'un coup. J'ai réalisé, sur le moment, que 30 années de ma vie avaient été construites sur des mensonges. Ma mère, c'était pas du tout la personne qu'on me décrivait. Les choses qu'elle avait vécues au Canada avec son conjoint, avec mon père, c'est exactement ce que j'ai vécu avec les autres partenaires de mon père. Donc, c'était vraiment pareil.
Et là, je me suis dit, oui, alors en fait, le méchant, c'est peut-être pas forcément celui que je pensais. Mais au final, la vie est passée et puis j'en ai voulu à personne. J'en voulais pas spécialement à mon père parce qu'il me parlait quasiment jamais d'elle. Et peut-être que c'était trop douloureux pour lui, peut-être qu'il s'en voulait, je saurais jamais. Cette colère, elle s'est finalement dissipée. Mais j'avais besoin d'exprimer ma souffrance et j'ai décidé d'écrire une grande lettre à ma grand-mère décédée. Dans cette lettre, je lui raconte que j'ai découvert une partie de ce que je pensais être la vérité. Je lui en veux plus, je lui pardonne et je lui dis qu'elle peut partir en paix. Je vais dans la forêt, je brûle la lettre et je rentre chez moi. Depuis qu'elle est née, notre fille souffrait d'un eczéma très fort qu'on n'arrivait pas à faire partir. Elle avait le corps parfois entièrement recouvert. On a essayé toutes les crèmes qu'on pouvait trouver, mais sans résultat satisfaisant. Et un jour, j'en parle à une collègue, et elle me parle de sa belle-mère qui communiquerait avec les anges. Là, intérieurement, moi je me demande qu'est-ce que c'est encore que cette histoire. Mais en même temps, comme on a tout essayé et puis qu'on est désespéré, on n'a rien à perdre. Du coup, on fixe un rendez-vous avec cette dame. Le soir même, on se rend chez la dame qui parle aux anges. Quand elle ouvre la porte, la première chose qu'elle me dit, « Votre grand-mère est venue me voir aujourd'hui, elle vous remercie, elle est montée dans la lumière. » Et là, waouh, ok. C'est une sacrée entrée en matière, là je m'y attendais absolument pas, je venais là pour ma fille, et là elle me parle de ma grand-mère, le même jour où je lui ai écrit cette lettre, que je lui dis qu'elle peut partir en paix et tout. Là, si j'avais encore une once de doute, à ce moment-là, en ce qui concerne l'au-delà, là j'en avais plus du tout. En fait, je venais de comprendre qu'on pouvait aider des défunts rien qu'en écrivant une lettre, qu'on pouvait couper des liens toxiques pour l'un comme pour l'autre en pardonnant et puis en lâchant prise. Et j'étais vraiment sur les fesses à ce moment-là. Elle a ensuite fait son petit soin sur notre fille, puis elle nous a demandé à chacun de colorier une image de quelque chose qu'elle aimait. À l'époque, c'était un petit chat, et de lui écrire une lettre sur sa naissance, sur les peurs qu'on avait eues à ce moment-là, parce que effectivement, elle était préma, elle avait passé une bonne dizaine de jours en néonate, et sur notre amour que nous avions pour elle. Et elle nous a aussi demandé de prier chaque soir l'archange Raphaël. Celui qui nous soigne, qui nous guérit, tout ce qui est lié à la santé. À cette époque-là, nous, on connaissait pas vraiment les archanges, on s'y intéressait pas beaucoup. Mais en même temps, avec ce qu'elle m'avait dit en entrant, je me suis dit, on va quand même faire ce qu'elle nous dit de faire. Je pense qu'elle a quand même un certain pouvoir et elle sait de quoi elle parle. On a fait ce qu'elle nous a dit de faire, on lui a fabriqué son petit cadre avec nos coloriages, on a mis la lettre cachée à l'intérieur et surtout, on s'est mis à prier pour la première fois de notre vie. 3 jours plus tard, notre fille n'avait plus aucune trace d'eczéma. Les anges avaient fait partir en 3 jours ce que les médecins ont mis des mois à essayer de soigner en vain. Ces 2 événements ont fortement titillé ma curiosité sur la spiritualité à ce moment-là, et notamment sur les anges. En plus, c'était une période où j'étais en grand froid avec le mouvement catholique. Je voulais même plus en entendre parler, je croyais plus en Dieu, j'avais même demandé personnellement mon excommunion. Et suite au scandale pédophile qui ressortait partout, et aussi certaines contradictions que je pouvais trouver dans cette religion, j'avais écrit une lettre assez virulente à l'église pour qu'ils me sortent de toute cette... Pour moi, c'était une mascarade et puis l'enregistre, parce que c'est vrai que quand t'es enfant, tu demandes pas forcément à être baptisé. C'est pour ça que encore aujourd'hui, ma fille est pas baptisée et je lui laisse le choix de choisir sa religion quand elle en aura envie. Quelques jours après cette visite, j'ai franchi la porte d'un magasin ésotérique dans lequel j'avais jamais osé entrer, car dans ce qu'on m'avait enseigné, ce genre d'endroit, c'était un peu le berceau de la magie noire, des trucs pas très bien. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était tout le contraire. Il y avait une telle énergie réconfortante dans ce magasin, on s'y sentait si bien qu'on n'avait pas envie d'en sortir.
Et là, je suis tombée tout de suite amoureuse des cartes oracles, des tarots. Je suis ressortie avec mon premier livre de radiesthésie. C'est l'utilisation du pendule. Mon tout premier pendule. J'ai pris ce livre, j'ai pris ce pendule que je trouvais très joli. Et puis mon petit oracle sur les anges, c'était hyper important. Puis les choses s'enchaînent. Au travail, ça va pas du tout. J'ai l'impression de pas être à ma place. Et donc, je fais une reconversion pour devenir un massothérapeute. En massant un jour ma fille, j'ai trouvé cet échange très doux, agréable, réconfortant, pour elle comme pour moi. Alors que moi-même, je déteste qu'on me touche, qu'on me prenne dans ses bras, je me sens tout de suite oppressée. Là, je sortais complètement de ma zone de confort, moi qui suis très introvertie, timide, de me retrouver seule avec des gens que je connais pas, de les toucher. Je me demandais un peu comment j'allais m'en sortir, est-ce que j'allais faire une crise d'angoisse. Mes premiers clients sont arrivés, bonjour, je leur serre la main, je mets à la musique, le massage commence. Et là, en fait, c'est la magie qui opère instantanément. Je suis dans ma bulle, je suis dans la bienveillance, je me décrispe, comme en fait si je me laissais guider. Et là, je remarque que quasiment tous mes clients commencent à me parler de leur vie, de leur passion, de leur souffrance plus psychologique que physique, de leur passé, parfois très difficile pour certains, et surtout de leur spiritualité. Tous me disent que j'ai les mains qui chauffent énormément pendant le massage et que je dois probablement faire du magnétisme. C'est vrai qu'avec certains clients, je sens vraiment un gros débit de chaleur dans mes mains, mais surtout, en fait, moi, je la ressens, j'ai la tête qui chauffe. Et des fois, je me sens super mal à l'aise parce que c'est un peu comme si j'attrapais une insolation, ça chauffe vraiment fort. Et je pense alors à mon papa qui, lui, a beaucoup de magnétisme et je me dis que j'ai peut-être hérité en fait de cette sensibilité, cette particularité. Ce qui m'impressionne pendant ces soins, c'est qu'il y a une sorte de lien avec beaucoup d'entre eux qui se crée. Ils m'offrent tout de suite leur confiance, ils font tomber leur rempart, ils me racontent des choses hyper personnelles, dont certains n'ont même jamais parlé à personne dans leur entourage, comme des violences sexuelles dans l'enfance, des tentatives de suicide, la violence conjugale. Enfin, c'était vraiment des trucs assez lourds pour certains. Et j'avais un peu l'impression d'être leur psy. En partant, ils étaient tellement heureux de ce moment de partage que beaucoup d'entre eux me prenaient dans leurs bras, ce que normalement je déteste. Et quand je rentrais chez moi, en fait, j'avais l'impression pour la première fois de ma vie d'avoir accompli quelque chose de bien, d'avoir aidé les gens à se débarrasser de quelque chose. Une cliente en particulier est venue me voir car elle avait tout essayé pour une douleur au bras. Elle avait fait de la physio, du chiro, elle avait vu des masseurs et tout ça. Et comme je massais dans son fitness, elle voulait tester. Et donc là, tout pareil, super conversation, blablabla. Et le lendemain, elle m'écrit un long message pour me remercier et elle me dit « Je sais pas ce que tu m'as fait, mais j'ai plus aucune douleur au bras. » Et c'est vrai que je repense à ce moment-là à mes clients sportifs qui sont super focus sur le résultat du soin, donc la détente musculaire, et qui disent pas un mot durant le massage. C'est hyper froid. Et aucun d'eux ne m'a jamais dit que mes mains chauffaient. Parce que je pense qu'en fait, ces personnes étaient totalement fermées à cet univers-là, et leur objectif était uniquement ciblé sur le bienfait principal d'un massage sportif, mais pas du tout ouvert à échanger avec moi. Et donc, du coup, le magnétisme, pour eux, ça fonctionnait pas, puisque la porte était fermée. C'est là que j'ai compris que si tu veux qu'un soin énergétique fonctionne sur toi, tu dois y croire, puisqu'en fait, l'énergéticien, c'est qu'un canal entre toi et cette énergie de guérison, et le patient qui fait 70% du job par sa volonté de guérir. Et ça, je l'ai compris en massant. Quelques semaines après l'ouverture de mon cabinet, arrive le confinement. Et je suis obligée, comme beaucoup de thérapeutes, de mettre la clé sous la porte et de trouver un emploi alimentaire. C'est là qu'en promenant mon chien, je rencontre une fille passionnée par les mêmes sujets spirituels que moi. Il y a un super feeling entre nous et on se revoit assez régulièrement pour parler principalement de nos expériences spirituelles et de nos avancées. Elle me parle d'un très bon énergéticien qui l'a aidé dans son propre apprentissage d'énergéticienne et je prends rendez-vous avec lui. C'est une personne qui a la capacité de lire les auras, de les nettoyer, de les réharmoniser. Donc je lui parle de cet ami qui m'a envoyé chez lui et je lui demande s'il peut faire quelque chose pour moi.
Je lui dis également que je suis massothérapeute, ce que je fais dans la vie. Et la première chose qu'il me dit, il me dit tu as un fort don de magnétisme que tu dois absolument utiliser dans tes massages. Ok. Donc là, de nouveau, on me confirme qu'il y a du magnétisme chez moi. Je rencontre également sa femme, qui est également passeuse d'âme, et qui nettoie les gens des entités qui se seraient accrochées à eux. Et elle me dit, toi, tu as souvent été rejeté dans ta vie. C'est vrai que ce soit au niveau familial, avec des grands-parents qui ont remplacé mes parents, au niveau scolaire où j'ai été le bouc émissaire toute ma scolarité, au niveau pro où on profitait énormément de moi, c'est vrai que je sentais évidemment très fort ce rejet de la vie. Et parfois même, je m'adressais à l'univers en lui demandant « Mais qu'est-ce que t'attends de moi ? Pourquoi tu t'acharnes autant ?» C'est vrai que j'ai très rapidement, dans ma vie, eu envie de quitter ce monde parce que je m'y sentais pas du tout à ma place. Elle découvre pendant son soin qu'il y a 2 entités qui m'amènent la shkumun, en fait, depuis que je suis née. Ce seraient mes arrière-grands-parents maternels, que je n'ai évidemment jamais connus de leur vivant. Elle me raconte que c'était des bigots, des personnes catholiques très croyantes, qui voyaient en moi une sorte de sorcière. Pour eux, j'aurais pas dû naître. J'étais un petit peu, je venais un petit peu mettre le boxon dans la famille, et j'avais rien à faire là. Je les ai vus pendant le soin. Je voyais que des masses noires très denses. Mais bon, j'avais les yeux fermés, mais je voyais ces 2 masses noires, et pas fort sympathiques, effectivement. Elle m'avait demandé de faire appel à mon ange gardien pour qu'il vienne à mes côtés. Donc, j'avais jamais fait appel à mon ange gardien. Et malgré le fait que j'avais les yeux fermés, je voyais vraiment une puissante lumière à côté de moi qui éloignait vraiment ces 2 masses noires. Je les voyais partir et elle m'a demandé de leur dire, de leur expliquer que j'avais pas demandé à naître et que surtout ils avaient pas le droit de me faire subir leur mauvais œil comme ils le faisaient, qu'ils devaient me laisser poursuivre ma route et eux poursuivre la leur. Et ils sont partis. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ma façon de voir ma vie et de la vivre est devenue un petit peu plus légère. Là, j'ai plus peur. Ça m'arrive des fois d'aller me promener en forêt et on dit souvent que dans les forêts, c'est vraiment des endroits où il y a plein d'âmes. Et ça m'arrive souvent d'aller me promener la nuit avec mon chien, sans lampe frontale ni quoi que ce soit, donc je suis simplement un petit peu le chemin, je le vois un peu dans le noir, mais j'ai pas du tout peur. J'ai une amie, par contre, elle ne viendrait jamais avec moi la nuit parce que justement, ça lui fait peur de se retrouver la nuit avec toutes ces âmes autour d'elle, mais j'ai beaucoup plus peur des vivants que des morts aujourd'hui. Un jour, cette amie spirituelle que j'avais rencontrée en promenant mon chien m'invite avec une autre de ses amies à assister à une cérémonie de pleine lune pour le féminin sacré. Alors, elle nous dit que c'est sa belle-sœur qui assiste une chamane ce soir-là, et puis son frère sera aussi de la partie. Donc moi, je me dis, du coup, ça va être chouette, donc j'accepte. Quand on arrive en fait sur place, visuellement, c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. Il y a des babas cool partout, c'est des habits colorés, des malas autour du cou, c'est un petit peu roots, tu sens un petit peu la weed. Moi, ça me fait sourire intérieurement, c'est gentil, c'est la première fois que je fais ça, ça va être fun, quoi. On croise justement un gars qui s'est déguisé en nana, sûrement pour marquer le côté féminin sacré de la cérémonie. Mais lui, il est déjà bien avancé dans sa consommation d'alcool, il est complètement pompette. Mais ça nous fait sourire et puis on continue notre route. Par contre, je me rends rapidement compte que derrière l'apparence à la cool des gens, il y a quelque chose qui sonne faux. Je croise certains regards méchants, je croise des visages fermés. Rien à voir avec l'apparence vestimentaire détendue qu'ils veulent montrer, là, ce côté un peu cool. Je me sens assez rapidement oppressée et on s'éloigne un peu de la cohue pour aller souper tranquillement dans un coin avec cette amie spirituelle en attendant l'arrivée de sa deuxième pote. Lorsque celle-ci arrive, elle nous fait tout de suite part qu'elle aussi, ça va pas, quoi, elle se sent pas bien, elle ressent un malaise. On se rend ensuite vers l'entrée du lieu de la cérémonie
il y a déjà une file d'attente monstrueuse. Donc il y avait des gens de toute la Suisse, il y avait même il y avait des Français, il y avait des Allemands, c'était complètement dingue. On s'attendait à un truc 20 personnes. Et on n'avait pas spécialement envie de rentrer tout de suite dans le cercle. Du coup, on attendait à l'écart d'être les dernières à entrer. Moi, ça me convenait parfaitement. Je suis un petit peu claustro, donc si je peux éviter d'être coincé dans la foule, ça me va très bien. Il y avait une sorte de passage avant d'accéder au cercle où tu devais te présenter devant la chamane et lui dire quelle était ta qualité principale. Bon, ok. Ça, je l'apprendrai plus tard par le biais du frère de mon ami qui se trouvait dans le cercle avec sa femme qui, elle, secondait la chamane. Donc ils étaient assez bien placés dans le truc. À côté de cette chamane, il y avait un homme qui tenait un long bâton avec des plumes de corbeau à l'extrémité. Et à chaque fois qu'une personne entrait dans le cercle, la chamane, elle donnait un coup de tambour et au même moment, l'homme à côté donnait un coup de bâton par terre. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me répétais continuellement à chaque fois que le bâton frappait le sol, une âme en moins, une âme en moins, une âme en moins, etc. Je trouvais ça hyper glauque comme rituel. C'est vrai, les plumes de corbeau, je trouve ça un petit peu lourd dans mon imaginaire, mais bon voilà. Finalement, au vu je crois qu'il y avait 250 personnes là, qui s'étaient réunies dans ce tout petit champ, la pote de cet ami et moi, on a décidé de pas participer à la cérémonie, de pas rentrer dans ce cercle, et puis d'aller plutôt attendre le frère et la belle-sœur à une table en buvant un thé. Et en fait, l'ami qui nous avait attirés là nous a suivis. Sur le passage, on a quand même demandé à être remboursé parce qu'on participait pas et puis ça coûtait quand même assez cher. Et ils ont fait ça sans broncher et puis c'est là qu'ils nous ont expliqué qu'ils attendaient pas autant de monde et que c'était de la folie. Finalement, on réalise qu'on est les 3 seuls perdus à pas participer sur les 250. Et au bout de 20 minutes d'attente, on commence à entendre la cérémonie qui commence, enfin. Elle devait commencer à 8h, ça a commencé à 9h. Puis là, on s'est dit que la soirée allait être longue. On entend le bruit du tambour chamanique. Curieusement, dès les premiers coups, ça me fait froid dans le dos. Pourtant, le tambour chamanique, c'est un de mes instruments préférés. Dès qu'on commence à en jouer, moi je me sens tout de suite transportée, je décolle immédiatement. Mais alors là, non, pas du tout, c'était vraiment tout l'inverse. Au bout d'un moment, on entend les gens qui commencent à chanter. Alors là, c'est glaçant. Ça me fait penser tout de suite à ces films d'horreur, style Projet Blair Witch, à des rituels de magie noire, des sacrifices, des chants d'outre-tombe. Ouais, vraiment, c'est hyper dark. Pourtant, c'est une cérémonie du féminin sacré. Je vois ça, je suis loin de l'idée que je me faisais d'une belle cérémonie, dans la joie et la bonne humeur. Là, j'ai vraiment peur, je le sens au fond de mes tripes, je suis pas bien. Au bout de quelques minutes, il y a 3 femmes qui nous rejoignent et elles sont complètement paniquées. Elles sont terrorisées. Une d'entre elles, la plus âgée, elle est vraiment choquée par ce qu'elle a vécu. Elle nous explique que les gens dans le cercle sont devenus complètement fous, qu'on aurait dit des animaux, qui avaient perdu la boule. Elle a eu tellement peur qu'elle allait se réfugier dans le champ de pommiers juste à côté pour se protéger, en fait. Elle a vraiment cru que sa vie était en danger à ce moment-là. Et les 2 autres, en plus, confirment qu'en effet, c'est exactement ce qui s'est passé, que c'était du grand n'importe quoi. Puis encore quelques minutes après, c'est le frère de notre ami, celui dont la femme secondait la chamane, qui nous rejoint. Presque dans le même état de panique. Lui, on sent qu'il a plutôt peur pour sa femme. C'est pas du tout ça à quoi il s'imaginait non plus, donc on se retrouve là, tous ensemble, à se dire que finalement, on a bien fait de suivre notre intuition et de pas entrer dans ce cercle maudit. Quand il nous a dit que chaque personne devait dire à la chamane sa qualité personnelle principale, là j'ai repensé au bâton de corbeau et j'ai pensé qu'ils avaient pris leur qualité à tous ces gens. Pourquoi faire, je sais pas. Quand la cérémonie s'est terminée, l'amie qui était avec nous, elle est allée se chercher à boire. Lorsqu'elle était en train de commander,
il y a une femme qui s'est plantée devant elle. Elle lui a demandé, mais très méchamment, pourquoi t'étais pas à la cérémonie. Déjà, comment elle pouvait savoir qui était là ou pas? Déjà, quand t'es au milieu de 250 personnes, alors que t'es déjà en train de planer à 15 000, c'est quand même assez bizarre. Là, on s'est levé, on n'a pas réfléchi, on s'est éloigné de l'attroupement. C'est vrai qu'on se sentait un petit peu observé. L'ambiance, elle était lourde et angoissante, mais en même temps, notre amie qui nous avait attirés là, elle voulait absolument retrouver sa belle-sœur parce qu'elle disait qu'elle s'inquiétait pour elle. Quand on l'a retrouvée, on est en même temps tombé directement sur la fameuse chamane. Et je peux dire qu'elle m'a pas fait une super bonne impression. Tu pouvais te sentir que derrière ces petites paroles mielleuses, son sourire c'était faux. Son regard me faisait penser un peu à une de ces vieilles sorcières dans les contes pour enfants. C'était vraiment bizarre. Après ça, on est tout de suite remonté dans nos voitures et on a passé tout le long du trajet à s'envoyer des messages vocaux pour plaisanter sur cette soirée de fou, mais aussi pour partager aussi notre gratitude de pas s'être laissé faire avoir. On savait au fond de nous qu'on avait probablement échappé à quelque chose de pas très cool. La belle-sœur, elle était surtout hyper déçue qu'on n'ait pas participé. Ça l'avait vraiment beaucoup touchée. Mais on lui a simplement expliqué que non, en tant qu'elle-même énergéticienne, en tant que quelqu'un qui dirige des cérémonies, tu dois être capable de maîtriser ce que tu fais, de maîtriser ton groupe. Et normalement, 250 personnes, là, de toute façon, je pense que tu peux être la meilleure chamane au monde, ça va partir en vrille. C'est ce qui s'est passé, en fait. T'as des gens bien intentionnés qui étaient là-dedans, mais t'as aussi des gens qui étaient un petit peu déjà avinés, qui avaient fumé, qui avaient pris des drogues. Et là, de nouveau, tu viens avec des énergies qui sont pas forcément celles que tu as envie de partager. Et je pense que cette énergie-là était probablement plus présente que l'autre bonne énergie que les gens avaient amenée. Et nous, on l'a senti tout de suite que ça allait mal se passer. Donc on a simplement suivi notre intuition. Quelque part, tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir suivi cette intuition que dans tous ces gens dans la spiritualité te disent il faut absolument que tu l'écoutes. C'est ce qu'on a fait. Après, j'ai eu beaucoup de doutes sur cette amie que j'avais rencontrée qui nous avait amenés là-bas. J'ai eu des gros doutes sur elle. Je me suis dit, elle savait comment ça allait se passer. D'ailleurs, maintenant, je suis plus du tout en contact avec elle parce que je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne personne que je croyais. Aujourd'hui, je fais des soins énergétiques sur les personnes de mon entourage. Je pense qu'il y a autant de types de spiritualité dans ce monde qu'il y a d'individus. Chez chaque guide qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, dans la littérature, sur les réseaux sociaux, il y a du bon comme du mauvais. Et c'est à nous de réfléchir, de voir ce qui résonne en nous, ce qui nous fait du bien, et de laisser ce qui nous convient pas, ce qui nous met mal à l'aise. Je me suis écartée moi-même du catholicisme. C'est pas pour autant que j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. Je crois en Jésus, je crois en Marie, aux anges, en la source divine. Mais mon Dieu, à moi, c'est pas celui de la Bible. Il punit pas, il juge pas, il condamne pas. Il est dans la bienveillance et la compassion. Je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de se comparer aux autres. Ta spiritualité, elle correspondra certainement pas à ton voisin. Ta façon de percevoir le monde invisible, on doit apprendre à se faire confiance, voir ce qui fonctionne pour soi et pas se prendre la tête quand la technique du voisin ne marche pas pour toi. Il faut redonner ce pouvoir à notre petite voix intérieure qui est l'intuition et qui souvent est là pour nous faire les bons choix et qui est notre boussole sur ce long chemin qu'est la spiritualité. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas,
Si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.